Alors bonjour à toutes et à tous, je suis bien désolé d'avoir à nouveau réduit ce cours en raison de cette réunion. Alors je vais tout de suite rappeler le plan qui récapitule les points que nous avons déjà examinés et aborder cette troisième partie intitulée « Images de la sémantique dans les manuels universitaires ». C'est ce que j'avais annoncé la dernière fois, je n'y reviens pas. Alors, nous allons traiter cette question en 4 points. Tout d'abord, je vais vous parler de Bréal, qui est en fait l'inventeur au moins du mot sémantique. Et puis ensuite, on va examiner des manuels français, quelques manuels français, des manuels, disons, plus internationaux, qui sont ce qu'on appelle des handbooks. Et puis, donc, on conclura sur une classification des différentes approches en 3 niveaux d'analyse du sens. Alors donc, quelques mots biographiques au sujet de Bréal. Donc vous voyez, c'est fin du 19e, début du 20e siècle. Il meurt en 1915 à un âge rare pour l'époque, de 83 ans. Donc la linguistique maintient en bonne santé, dans certains cas manifestement. Bon, vous voyez, en fait, c'est un extrait de la notice Wikipédia qui est très bien faite et que vous pouvez consulter pour plus de détails. Il a donc étudié la linguistique en Allemagne, d'abord à Berlin, avec Franz Bopp, donc dans la perspective des grammaires comparées. Et puis, vous voyez qu'ensuite, de 66 à 1905, il enseigne la grammaire comparée à l'école pratique des hautes études et au Collège de France. Et ses disciples sont notamment Saussure, Meillet, Darmesteter. Bon, pour vous, c'est surtout Saussure qui est connu. Donc oui, Bréal un certain nombre de travaux montrent que certaines idées de Saussure proviennent finalement de Bréal. Donc c'est quand même un auteur important. Donc on vous précise qu'il est connu pour être le fondateur de la sémantique. Alors, pour être plus précis, mais on y reviendra, c'est surtout le mot sémantique qu'il a inventé. Ce qu'il entendait précisément par sémantique ne coïncide pas exactement avec ce qu'on entend aujourd'hui par ce terme. Il est intéressant de remarquer qu'il est devenu inspecteur de l'éducation nationale, enfin de l'enseignement supérieur, et il a beaucoup écrit, il s'est beaucoup intéressé aux problèmes d'éducation en France. Et puis un détail anecdotique, il est l'inventeur du marathon moderne. C'est lui qui a suggéré à Pierre de Coubertin d'introduire cette épreuve dans les Jeux Olympiques. Bon, voilà, ça n'a rien à voir avec la linguistique, mais c'est la réalité. Bon, je vous donne ici, mais je ne vais pas insister, quelques éléments de sa bibliographie, simplement pour vous montrer, vous voyez, que les travaux de linguistique de l'époque étaient liés vraiment aux cultures antiques. Études sur les origines de la religion zoroastrienne, études de mythologie comparée. Donc les études de linguistique au sens de la grammaire historique et comparée sont vraiment liées à aux études, disons, antiques, bon, pour le dire simplement. Voyez aussi également ce que je vous disais là sur l'enseignement des langues anciennes, l'enseignement des langues vivantes, 2 études sur Goethe, donc aussi un intérêt pour la littérature. Voilà, je n'insiste pas. Alors, le texte qui va nous intéresser et que je vais vous présenter à partir de quelques extraits qui sont des citations qui sont prises au tout début du livre, c'est cet essai de sémantique donc, qui date de 1897, donc à un moment où Bréal a déjà publié beaucoup de choses. Donc c'est un travail de quelqu'un qui a déjà une grande maturité de chercheur en linguistique et qui en fait a une perspective assez large et adopte donc un point de vue, si vous voulez, synthétique par rapport à ce qui l'a précédé. Alors, première citation,
au tout début du livre, qui cadre un petit peu son projet. Les livres de grammaire comparée se succèdent à l'usage des étudiants, à l'usage du grand public, et cependant, il ne me semble pas que ce qu'on offre soit bien ce qu'il fallait donner. Bon. Donc, il estime que son livre va apporter quelque chose d'important qu'on ne trouve pas dans les autres manuels. Pour qui sait l'interroger, le langage est plein de leçons, puisque depuis tant de siècles, l'humanité y dépose les acquisitions de sa vie matérielle et morale. Mais encore faut-il le prendre par le côté où il parle à l'intelligence. Si on se borne au changement des voyelles et des consonnes, ce qui était l'essentiel de la grammaire historique et comparée, on réduit cette étude aux proportions d'une branche secondaire de l'acoustique et de la physiologie. Si on se contente d'énumérer les pertes subies par le mécanisme grammatical, qui était aussi donc quelque chose qui relevait de la grammaire comparée, on donne l'illusion d'un édifice qui tombe en ruine, c'est-à-dire que les langues, l'idée que les langues dégénèrent avec le temps, qui était une idée répandue à l'époque. Si on se retranche dans de vagues théories sur l'origine du langage, on y ajoute sans grand profit un chapitre de l'histoire des systèmes. Là, il y a une faute de frappe. Il y a, ce me semble, autre chose à faire, extraire de la linguistique ce qui en ressort comme aliment pour la réflexion, et je ne crains pas de l'ajouter, comme règle pour notre propre langage, puisque chacun de nous collabore pour sa part à l'évolution de la parole humaine. Voilà ce qui mérite d'être mis en lumière, voilà ce que j'ai essayé de faire en ce volume. Donc, vous voyez qu'il se présente d'emblée comme étant en opposition à des conceptions qu'on pourrait dire, pour simplifier, technicistes de la linguistique, et avec cette idée que, techniciste au sens soit de la morphologie, soit de la phonétique, et il présente son travail comme une analyse du langage qui doit être en relation avec l'homme pensant, d'une certaine façon, avec l'homme pensant et parlant. D'accord ? Et que ce qui doit être produit par son ouvrage, c'est un aliment pour la réflexion. Alors, bien sûr, on peut considérer que les études de phonétique ou de morphologie sont aussi des aliments pour la réflexion, mais ce que Bréal vise ici, c'est évidemment l'idée que la linguistique doit apporter quelque chose à une réflexion générale sur le langage et sur le rapport entre le langage et la pensée, l'évolution des langues, etc. Deuxième citation, qui précise bien, qui précise donc le champ de l'étude. Laissant de côté les changements de phonétique qui sont du ressort de la grammaire physiologique, j'étudie les causes intellectuelles qui ont présidé à la formation de nos langues. Donc, les causes intellectuelles, c'est-à-dire non plus des faits mécaniques. Et vous voyez que dans cette formulation un peu ancienne, quand on parle de causes intellectuelles qui ont présidé à la transformation de nos langues, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utiliserait comme terme ? On utiliserait l'expression de processus cognitif. Quels sont les processus cognitifs qui sont à l'œuvre dans la transformation de nos langues ? Donc, il y a quelque chose qui est très proche, au fond, de la perspective contemporaine des linguistiques cognitives. Pour mettre de l'ordre dans cette recherche, j'ai rangé les faits sous un certain nombre de lois. Alors, évidemment, les lois, c'était... à partir du milieu du XIXe siècle, enfin, disons au moment où se développe la linguistique comme science, elle se développe comme science parce qu'elle fait apparaître des lois. Ces lois, ce sont principalement les lois de l'évolution phonétique, qui était quand même le thème principal de la grammaire historique et comparée. Bien, alors donc lui aussi, il veut faire apparaître des lois, mais des lois dans un certain sens, expression qu'il ne faut pas prendre au sens impératif. Ce ne sont pas non plus de ces lois sans exception, des lois aveugles, comme sont, s'il faut en croire quelques-uns de nos confrères, les lois de la phonétique.
j'ai pris soin au contraire de marquer pour chaque loi les limites où elle s'arrête. Donc ce sont des lois, mais pas des lois impératives, des sortes de régularité générale. C'est exactement comme ça qu'on parle en linguistique cognitive, hein, ou dans les théories usage-based, c'est-à-dire on parle de grandes tendances statistiques, non pas de lois impératives. J'ai montré que l'histoire du langage, à côté de changements poursuivis avec une rare conséquence, présente aussi quantité de tentatives ébauchées et restées à mi-chemin. Alors ça, c'est une notation extrêmement importante qui a l'air de rien comme ça, mais c'est cette idée que dans l'évolution d'une langue, à toute époque, il y a des essais, en quelque sorte, qui se font, qui sont produits spontanément par les locuteurs, hein, qui vont développer telle forme qui n'existait pas auparavant, ou alors telle forme qui va prendre un nouveau sens. Et puis, dans certains cas, ces essais ne vont pas aboutir, ça va disparaître peu à peu, et dans d'autres cas, ils vont être maintenus et constituer une évolution de la langue. Donc, cette idée qu'une langue évolue par des sortes d'expérimentations qui sont faites par les locuteurs est une idée qui, elle aussi, est devenue très moderne, enfin, très moderne, très précurseur, disons. Alors une justification, hein, ce serait la première fois dans les choses humaines qu'on trouverait une marche en ligne droite sans fluctuation ni détour. Les œuvres humaines, au contraire, se montrent à nous comme choses laborieuses, sans cesse traversées soit par les survivances d'un passé qu'il est impossible d'annuler, soit par des entreprises collatérales conçues dans un autre sens, soit même par les effets inattendus des propres tentatives présentes. Donc, vous voyez que ces trois caractérisations des œuvres humaines qui du coup ne produisent pas des résultats qu'on peut anticiper, hein, donc qui ne correspondent pas à des lois impératives, ne correspondent pas à des lois impératives parce que d'une part, il y a l'héritage du passé, et effectivement, comme le dit Saussure parfois, on apprend, on dit chien et chat parce qu'avant nous, on a dit chien et chat. On apprend une langue par héritage d'une certaine façon. Hein, le bain linguistique dans lequel se trouve un enfant qui naît dans un milieu culturel donné, ce bain linguistique, il vient d'avant. Hein, et donc on transmet comme ça très largement. Donc il y a un poids de la tradition dans les évolutions historiques. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a ce qu'il appelle ici des entreprises collatérales conçues dans un autre sens. Ça évoque les influences des autres langues, hein. Les contaminations entre les langues, les néologismes, des choses comme ça. Soit même des effets inattendus des propres tentatives présentes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à une époque donnée, tout d'un coup, une forme, une construction surgit du système. Alors un point qui rejoint cette idée qui a été formulée ici, j'étudie les causes intellectuelles qui ont présidé à la transformation de nos langues, c'est la notion de volonté. Alors une volonté, évidemment, il ne faut pas du tout entendre ici une volonté consciente, mais quelque chose qui vient, enfin qui est en fait une sorte ça renvoie à des sortes de mécanismes cognitifs qui ne sont pas volontaires au sens où ils seraient conscients, mais une sorte de volonté, c'est-à-dire de téléologie, quoi. Bon, faire intervenir la volonté dans l'histoire du langage, cela ressemble presque à une hérésie, tant on a pris soin depuis 50 ans de l'en écarter et de l'en bannir. Alors, effectivement, lui, il réintroduit la notion de volonté, mais en précisant bien, non, je n'ai pas la naïveté de prendre ce terme au sens où mes prédécesseurs le faisaient. Si on a eu raison de renoncer aux puérilités de la science d'autrefois, on s'est contenté, en se rejetant à l'extrême opposé, d'une psychologie véritablement trop simple. Entre les actes d'une volonté consciente, réfléchie, et le pur phénomène instinctif, donc, vous voyez, d'un côté la volonté consciente, et de l'autre côté le réflexe instinctif, hein. Il y a une distance qui laisse place à bien des états intermédiaires, et nos linguistes auraient mal profité des leçons de la philosophie contemporaine s'ils continuaient à nous imposer le choix entre les deux branches de ce dilemme. Il faut fermer les yeux à l'évidence pour ne pas voir qu'une volonté obscure, mais persévérante,
préside au changement du langage. Alors là aussi, la formulation est un peu, même tout à fait datée, mais il y a quand même cette idée qu'il y a des sortes on appellerait cela aujourd'hui de la cognition sociale, presque. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes cognitifs généraux, partagés, qui finalement, dont résulte quelque chose qui peut être décrit comme une volonté non nécessairement consciente, d'où le fait qu'elle soit qualifiée ici d'obscure, et qui, au fond, fait que le langage évolue dans telle ou telle direction. Alors, quelques précisions sur cette fameuse volonté qui rejoint donc, ces précisions rejoignent ce qu'on a vu tout à l'heure. Je crois qu'il faut se représenter donc cette volonté sous la forme de milliers, de millions, de milliards d'essais entrepris en tâtonnant, le plus souvent malheureux, quelquefois suivis d'un quart de succès, d'un demi-succès, et qui, ainsi guidés, ainsi corrigés, ainsi perfectionnés, vinrent à se préciser dans une certaine direction. Donc encore une fois, cette idée que dans les langues, dans l'histoire des langues, il y a des expérimentations, des tentatives, et que tout cela mène quelque part à un moment donné. Le but en matière de langage, c'est d'être compris. Bon. Là, c'est une perspective un peu fonctionnaliste. L'enfant, pendant des mois, exerce sa langue à proférer des voyelles, à articuler des consonnes. Combien d'avortements avant de parvenir à prononcer clairement une syllabe, hein, c'est-à-dire combien d'essais avortés. Les innovations grammaticales sont de la même sorte, avec cette différence que tout un peuple y collabore. Que de constructions maladroites, incorrectes, obscures, avant de trouver celle qui sera l'expression non pas adéquate, mais du moins suffisante de la pensée. L'expression suffisante de la pensée. En ce long travail, il n'y a rien qui ne vienne de la volonté. Donc une volonté d'être compris, une volonté d'être expressif d'une manière suffisante, hein, et c'est cette volonté-là qui préside à l'évolution des langues, et c'est pour cette raison qu'une étude de ces moyens intellectuels qui correspondent à la mise en œuvre de cette volonté est justifiée. Et la dernière citation que je vous propose, qui est à la fin de l'introduction, telle est l'étude à laquelle je convie tous les lecteurs. Il ne faut pas s'attendre à y trouver des faits de nature bien compliqués, comme partout où l'esprit populaire est en jeu. Vous voyez, ce qu'il vise par là, ce sont des mécanismes qui sont produits par tout le monde. Hein. C'est pour cette raison qu'il parle ici d'esprit populaire. Comme partout où l'esprit populaire est en jeu, on est au contraire surpris de la simplicité des moyens, simplicité qui contraste avec l'étendue et l'importance des effets obtenus. Il précise qu'il a pris des exemples dans des langues plutôt connues. Les lois que j'ai essayé d'indiquer étant plutôt d'ordre psychologique, donc vous voyez, ça confirme totalement cette orientation qu'on dirait aujourd'hui cognitive. Hein. Ces lois psychologiques, c'est ce qu'on décrit aujourd'hui en termes de processus cognitifs. Je ne doute pas qu'elle ne se vérifie hors de la famille indo-européenne. Ce que j'ai voulu faire, donc, que ces lois, finalement, comme elles sont d'ordre psychologique et donc qu'elles sont propres à l'être humain en tant qu'humain, et pas à des personnes de telle ou telle culture, eh bien, on peut les trouver en dehors de la famille indo-européenne. Ce que j'ai voulu faire, c'est de tracer quelques grandes lignes, de marquer quelques divisions et comme un plan provisoire sur un domaine non encore exploité, donc vous voyez, ça n'existe pas à l'époque, et qui réclame le travail combiné de plusieurs générations de linguistes. Je prie donc le lecteur de regarder ce livre comme une simple introduction à la science que j'ai proposé d'appeler la sémantique. Voilà, c'est là l'acte de naissance, si vous voulez, du mot sémantique, et je vous ai copié la note en bas de page qui est ici, hein, avec le grec sémantike techné, la science des significations, hein, du verbe grec qui signifie signifier, par opposition à la phonétique, donc sémantique par opposition à phonétique. Alors, quelques mots de conclusion sur ce premier point. Donc Bréal crée le terme de sémantique. Alors j'ai vérifié,
le terme anglais semantics est évidemment un calque du français sémantique. Mais dans toutes les encyclopédies en ligne, y compris les encyclopédies linguistiques que j'ai pu consulter, le nom de Bréal n'apparaît jamais. On ne parle jamais de celui qui a inventé ce mot. Hein. Bréal est très inconnu dans le monde anglo-saxon. Il adopte une perspective évolutionniste. Hein. Bon, on n'a pas pu y insister, ce serait tout un travail disons, d'entrer dans le cœur de cet ouvrage qui est très original et extrêmement intéressant, mais qui oriente la sémantique dans une direction qui est un petit peu différente de ce qu'est aujourd'hui la sémantique. Donc c'est une perspective diachronique, si vous voulez, hein. Il s'intéresse surtout au changement de sens. On l'a vu, une perspective cognitive, en quoi il est précurseur. On note l'apparition tardive de la sémantique, hein, puisque ça apparaît, le terme, et ce texte de Bréal apparaît à la fin du 19e, hein, 1898, on a vu. Bon, alors ça a été précédé, je vais vous le montrer avec une autre citation d'une sémanticienne contemporaine, Irène Tamba. Ce texte a été précédé de plusieurs autres publications de Bréal où il annonçait un peu cette discipline de la linguistique. Et puis, alors il y a des lois, et si vous voulez, tout le livre est fait comme ça. Les différents chapitres correspondent à l'illustration, à l'explication de différentes lois. Alors, je vous donne deux exemples ici, la loi de polysémie, la loi de répartition. Loi de polysémie, c'est ce que vous connaissez habituellement sous le nom de polysémie, c'est-à-dire qu'un même mot peut avoir plusieurs significations. Donc, un mot, il y a une loi qui fait qu'un mot qui a peut-être une signification à un moment donné va diversifier ses significations. Et puis, je vais illustrer la deuxième loi ici que j'ai mentionnée. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, ce sont juste des exemples. La loi de répartition. Alors, voici ce qu'il dit de la loi de répartition. Nous appelons répartition l'ordre intentionnel par suite duquel des mots qui devraient être synonymes et qui l'étaient en effet ont pris cependant des sens différents et qui ne peuvent plus s'employer l'un pour l'autre. Donc, la loi de répartition, c'est quand vous avez à un moment donné dans une langue des mots qui sont synonymes, donc deux mots qui ont la même signification, eh bien, il y a une sorte de loi qui fait que les mots se séparent, enfin leur signification se spécifie pour faire en sorte, pour éviter en quelque sorte la synonymie. Alors il donne des exemples empruntés à un autre linguiste, Gilles Hieron. Alors Gilles Hieron décrit les effets produits par l'invasion du français dans un patois de la Suisse. À mesure qu'un mot français est adopté, le vocable patois, refoulé et abaissé, devient vulgaire et trivial. Autrefois, la chambre s'appelait paillé. Donc ça, dans un patois de la Suisse, vous aviez un mot paillé pour dire la chambre. Et avec l'influence du français, le mot chambre est arrivé dans ce patois de Suisse. Donc vous aviez deux mots pour dire la chambre. Vous aviez le mot d'origine, paillé, et puis le mot chambre, venu de l'extérieur finalement, hein, par une influence du français. Bon, eh bien, ça créait une situation de synonymie, deux mots pour une même signification ou pour un même référent. Eh bien, il y a une différenciation. Hein, le mot chambre français au sens a pris le sens neutre d'une chambre, et puis le terme d'origine, paillé, finalement désigne une chambre, une mauvaise chambre, une petite chambre, c'est ce qu'on appelle ici un galta, mais je suppose que la plupart d'entre vous ne connaissent pas le sens de ce mot. Un galta, ça désigne une toute petite chambre de très mauvaise qualité. Autre exemple du même genre, en Bretagne, les jardins s'appelaient autrefois des courtils. Maintenant qu'on connaît le mot jardin, une nuance de dédain s'est attachée à l'appellation rustique. Peu importe que les deux termes soient de même origine. Vous voyez, c'est un exemple typique du genre de loi que fait apparaître, que décrit Bréal, loi de répartition, qui, au fond, évite la synonymie.
Alors qu'on peut voir, ou qu'on peut rapporter à un processus cognitif général qui est lié au fond à l'analogie, au fait que cognitivement, si vous voulez, dans une sorte de systématique cognitive, c'est un peu bizarre qu'on ait un seul signifié pour deux signifiants. Il y a une sorte de votre système cognitif, il est fait de telle sorte qu'il tend vers l'isomorphisme, c'est-à-dire une forme, une fonction, une forme, un contenu, une forme, un contenu. Donc quand vous commencez à avoir un seul contenu pour deux formes ou une seule forme pour deux contenus, ça pose un problème et dans la mesure du possible, on évite. On réécarte pour obtenir des choses un peu parallèles, qui soient plus régulières du coup. Alors, un dernier mot au sujet de Bréal que j'emprunte à un livre que vous pouvez lire qui est très, très intéressant, auquel d'ailleurs, avec, vous savez, comment on appelle ça, l'accès à l'ENT, voilà, de Sorbonne, vous avez accès gratuitement à ce livre, c'est un que sais-je. Et vous savez que tous les que sais-je, avec votre identifiant Sorbonne, quand vous allez sur ressources électroniques, vous pouvez les lire gratuitement. Bon, donc celui-là, si ça vous intéresse, vous pouvez le lire. Bon, là, c'est une citation empruntée à ce livre intéressant, dont d'ailleurs je m'inspirerai à certains moments. Elle dit donc la chose suivante: on attribue canoniquement à Bréal la paternité du mot sémantique et de la nouvelle science des significations qu'il inaugure sous ce nom dans un article de 1883. Donc vous voyez, il y avait d'abord un article de 1883 et ensuite la confirmation en 1897. L'idée directrice est que les mots, forme et sens mènent une existence qui leur est propre et qu'il appartient à la linguistique comparée d'établir des lois de l'évolution des significations des mots. Donc en parallèle, donc il y a l'évolution des significations qui sera parallèle à l'évolution phonétique ou morphologique. Alors elle précise cependant, et c'est pour cette raison que je vous donne cette citation, que cette datation est illusoire parce qu'au fond, ce que les linguistes appellent aujourd'hui sémantique n'a plus grand-chose à voir avec la science des significations fondée par Bréal. C'est toujours vrai, d'ailleurs, alors elle précise ici que, vous voyez, la première édition de ce livre, ça, 2010, je ne sais plus quelle édition, c'est peut-être la dernière édition de ce que sais-je, mais vous voyez qu'il y a eu une édition précédente en 88, et au fond, ça n'a pas changé grand-chose. La sémantique garde un statut, au fond, incertain. Elle dit ici controversé. Qu'est-ce que c'est exactement que la sémantique, l'étude des significations? On n'a pas un accord unanime là-dessus. Et on ne peut pas se fonder sur la paternité de Bréal pour dire, eh bien, la sémantique, c'est ce que disait Bréal. Pourquoi? Eh bien, parce que, tout simplement, la sémantique de Bréal, c'est presque... c'est toutes les significations. Donc, à la limite, c'est même pas réservé au langage, aux langues. Bon, là, il s'intéresse aux langues, mais c'est presque une sémiologie générale, la sémantique de Bréal. Bon. Donc, dans le détail, si vous voulez, à part quelques concepts, notamment le concept de polysémie, et le mot, bien sûr, sémantique, la façon de traiter les significations, de traiter le problème du sens aujourd'hui, est quand même assez éloignée de ce qu'envisageait Bréal dans ce livre. Bien. Alors, on va passer au deuxième point. Je vérifie quand même l'heure. Oui, bon, écoutez, on va... Je vais commencer donc à vous parler au moins d'un manuel, un premier manuel, dans cette deuxième partie sur quelques manuels français que vous pouvez trouver facilement dans les librairies. Alors, l'exemple dont on va parler aujourd'hui, c'est ce livre de Touratier. Là, j'ai pris la deuxième édition de 2010, mais peut-être qu'il y a une nouvelle édition, je ne sais pas, qui s'intitule La sémantique. Donc là aussi, comme dans le cas du livre d'Irène Tamba, c'est un livre que vous pouvez consulter. Je dis bien que vous pouvez, ça n'est pas une obligation pour l'examen. Et voici, je vous ai reproduit ici la table des matières qui est en cette partie ici. Je ne sais pas si elle est complète, je ne sais plus. Attendez, je vérifie. Oui, non, il y a d'autres. Ça va, elle a jusqu'à 10 parties.
Donc, voyons un peu comment sont définis les différents chapitres de cette sémantique. Donc, vous avez un premier chapitre sur les définitions générales, sémantiques, signification. Alors, j'aurais pu m'amuser à prendre, parce qu'à chaque fois, vous avez dans tous ces manuels un petit paragraphe ou un petit chapitre au début qui définit ce que c'est que la sémantique. Donc, on pourrait s'amuser à coller les définitions les unes à côté des autres pour montrer les différences. La notion de signification, j'y reviendrai un petit peu. La distinction lexicologie, lexicographie. Alors, pour ceux d'entre vous qui ignorent le sens de cette distinction, la lexicographie, c'est la fabrication de dictionnaires, gros. Et la lexicologie, c'est l'étude théorique du lexique. La lexicographie, les lexicographes, ce sont ceux qui étudient les dictionnaires ou qui fabriquent des dictionnaires. Et la lexicologie, c'est l'étude générale du lexique, qui va bien au-delà de la question du dictionnaire. Et vous voyez qu'il y a, dès le début, comment les dictionnaires étudient le sens. Donc, on voit bien que dans ce livre, la question du sens va être abordée sous l'angle privilégié de la façon dont les dictionnaires en rendent compte. Et effectivement, c'est une solution possible, puisque on l'a vu, pour répondre à la question du sens, on est parfois amené à consulter un dictionnaire. Donc, les dictionnaires sont bien en eux-mêmes des réservoirs, en quelque sorte, de sens. Ils présentent les sens des mots, tout simplement. Donc, on peut, en effet, accorder une place importante au dictionnaire. Alors, ensuite, il y a toute une rubrique qui a tout un chapitre là, même deux chapitres, le chapitre 2 et le chapitre 3, qui sont tout à fait liés, sémantique structurale et fonctionnement et utilisation du SEMEM, qui introduit donc ce concept de SEMEM, qui est en fait un concept issu de la sémantique structurale. Donc deux chapitres qui caractérisent quand même l'orientation théorique de cet ouvrage, qui s'inscrit donc dans le cadre d'une sémantique structurale. Bien, alors, mais pour vous expliquer cela, il faut que je reparte donc des tableaux d'analyse sémique, etc. Donc là, je ne vais pas avoir le temps dans les 5 minutes qui me restent, donc je préfère m'arrêter là, et puis je reprendrai donc, non pas la semaine prochaine, puisque nous sommes en vacances, mais dans 15 jours. Voilà. Merci en tout cas d'être venu, malgré la brièveté de ce cours.